Je vais essayer peut-être justement de serrer un peu le cadre pour éviter d'évoquer l'ensemble des questions qui se posent à propos des conflits d'intérêts, parce que c'est vrai qu'en matière de pratique médicale, en matière de recherche, évidemment le sujet est très important, mais aujourd'hui je crois que l'accent est beaucoup mis, en tout cas si on regarde les événements qui sont passés récemment, sur la question des conflits d'intérêts dans le domaine de l'expertise et notamment de l'expertise dans le champ de la santé publique. Donc je vais essayer de terminer en serrant sur ce sujet-là. Et d'abord pour rappeler qu'il y a aujourd'hui tout est écrit dans le droit concernant les règles d'impartialité et de probité, notamment concernant les commissions d'experts qui contribuent à la décision en santé publique. Et c'est vrai que ça vaut pour les agences, mais ça vaut aussi pour les commissions d'experts auprès du ministère. Et en pratique, les choses sont assez simples. Les membres des commissions ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à la faire examiner. Et ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle, comme les fonctionnaires, et ils adressent au ministre une déclaration mentionnant tout lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance. Et cette décision est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens et que de nouveaux liens sont noués. Et finalement, c'est au juge administratif de fixer les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et la sanction, ça a été dit tout à l'heure, la sanction de la participation d'une personne partiale ou jugée partiale et l'irrégularité de la procédure consultative et donc l'illégalité de la décision qui a pu être prise au vu d'un tel avis. Tout est écrit. Mais effectivement, là où les difficultés commencent, c'est comment on s'y prend pour faire tout ça. Et c'est là que je voudrais évoquer un certain nombre de points. Alors, pour illustrer malgré tout deux circonstances récentes que j'ai vécues et qui ont tourné autour de cette question. La première, une décision cassée il y a quelques jours par le Conseil d'État relative à un problème d'eau et où en gros deux experts siégeaient dans une commission et il est apparu que l'un était membre d'un conseil scientifique d'une société par ailleurs qui avait déposé 30 ans auparavant un brevet sur le projet qui était analysé par cette commission. Le Conseil d'État vient de casser la décision entachée d'illégalité à cause de ce lien d'intérêt jugé inacceptable. Deuxième circonstance, récemment, on m'a dit, écoutez, on va nommer comme président d'une commission d'experts, je ne dirai pas dans quel domaine, une personne formidable, extrêmement expérimentée, mais il y a un petit problème, sa femme est un haut responsable dans une entreprise du secteur. Et on s'est dit finalement, présider une commission dans ces conditions, on ne va pas s'en sortir, on a préféré le récuser. Alors maintenant, je voudrais revenir rapidement sur les mesures pratiques, et là, c'est là qu'on touche aux aspects difficiles. Il est clair que la collégialité aujourd'hui ne peut pas suffire à servir de garde-fou. L'argument qui est avancé souvent, finalement tout ça s'annule, les conflits, les liens d'intérêt font contrepoids et au bout du compte, la collégialité suffit à résoudre le problème. C'est vrai que ça résout pas mal de choses, mais ça ne peut pas être considéré comme suffisant. Alors donc, il faut arriver à mettre en place des dispositifs, et c'est là que je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Premièrement, la police de la réunion. Police qui doit être faite par le président ou par le secrétariat. C'est tout un travail de faire la police d'une réunion qui doit analyser les liens de chacun, est-ce qu'ils ont évolué, voilà les dossiers qui sont à l'ordre du jour, vous sortirez à tel moment, puis vous rentrerez à tel autre, etc., etc. Ça suppose des moyens. Deuxièmement, la question de qu'est-ce que c'est qu'un intérêt direct ou indirect. Et là, on peut discuter à l'infini, et c'est vrai que beaucoup de sujets ont été évoqués sur qu'est-ce que c'est qu'un lien, et en particulier aujourd'hui la question bien sûr, il y a la question des professionnels qui sont liés à des entreprises, mais il y a aussi le rôle de l'expert associatif et qui est porteur d'une volonté particulière, et Joël l'a dit. Il y a aussi, par contre, le malade qui a une expertise, c'est un peu différent. Le malade qui a une expertise, c'est différent de l'expert qui représente une association. La question du secret professionnel est importante car aujourd'hui, une des solutions qui est trouvée, c'est de dire on va enregistrer tout ça, on va mettre ça sur le site, tout va être public,
et finalement cette transparence va être une manière d'atténuer certaines difficultés. Malgré tout, il y a bien sûr toute une série de difficultés qui peuvent se poser du fait de cette transparence, et en particulier la censure dans la prise de parole. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté. Certaines personnes ne s'exprimeront pas de la même manière si elles savent qu'elles sont sous l'œil de la caméra ou si elles n'y sont pas. Alors ensuite, il y a la question de la déclaration. Moi, j'ai noté avec intérêt ce qui a été dit sur le formulaire unique dans le domaine de la recherche, parce que ce vers quoi on va, c'est effectivement au moins un modèle de déclaration unique entre les différentes instances d'expertise. Mais ensuite, rendu public, comment? Est-ce que le positionnement sur un site, et de quelle manière? Parce qu'on a analysé la manière, par exemple, dont l'AFSAPS présente le tableau de toutes les personnes avec les liens d'intérêt. C'est très difficile à lire. Il faudrait en fait prendre ça par activité plutôt que par nature de lien. Et puis ensuite, il y a la question de l'actualisation. À quel rythme? Est-ce qu'il faut actualiser tous les ans, tous les mois, mais finalement, pourquoi pas tous les jours? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire à leur initiative? À leur initiative, c'est qui vérifie, qui contrôle. Certains se disent qu'il faudrait un corps d'inspection des liens d'intérêt qui, de façon ponctuelle, irait par sondage, vérifier qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été charbonné, etc., etc. Voilà, donc ça va vers des procédures plus affirmées, des moyens dédiés plus importants, un effort de pédagogie, du discernement dans les limites à fixer. Voilà en gros ce qui nous attend en matière d'évolution concernant l'expertise en santé publique. Parce que malgré tout, la conviction, en tout cas moi celle que j'ai, c'est qu'il faut malgré tout qu'on continue à s'appuyer sur une expertise compétente. Il serait dommage que la décision politique ne repose plus que sur l'intuition ou sur l'arbitraire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, est-ce qu'aujourd'hui, du fait de toutes ces difficultés, on a du mal à trouver des experts? Eh bien, pas tant que ça. On en trouve des experts, en dépit d'un formalisme accru, d'une indemnisation très faible, d'une valorisation professionnelle très difficile de l'expertise. Jusqu'à présent, l'expertise reste attractive. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi elle reste attractive? Les gens sont encore jeunes. Je crois qu'ils ont un regard qu'ils n'auront pas autrement dans leur activité professionnelle, un regard national, la possibilité de prendre connaissance de sujets dans une dimension qu'ils n'auront jamais dans leur pratique de recherche professionnelle. Voilà, donc l'impasse cependant ne pourra pas être faite sur les améliorations à apporter en termes de simplification, de formation et de programmation pour faciliter le travail des experts. Alors évidemment, pour terminer, je dirais que je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi ce sujet du conflit d'intérêts ressortait tellement aujourd'hui. Je me suis demandé si ce n'était pas un élément, un alibi finalement pour une remise en cause de l'approche scientifique et une manière de remettre en cause le progrès scientifique et technique. Je me suis demandé aussi si ce n'était pas aussi un alibi pour permettre la promotion d'une autre forme d'expertise, une sorte de démocratie directe qui viserait finalement, en pénétrant l'expertise, à prendre possession de la décision politique. Et je pense que lorsqu'on évoque le rôle des parties prenantes, d'une expertise sociétale dans un certain nombre de domaines, notamment dans le champ de l'environnement, eh bien c'est ça qu'on doit pointer, c'est une volonté de mettre la main sur la décision politique à travers la maîtrise de l'expertise. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que... Je ne crois pas que tout se résume à cela, parce qu'on voit bien que la question des conflits d'intérêts émerge également dans d'autres domaines, et en particulier dans le champ politique. Et donc je ne suis pas sûr qu'il ne s'agisse que d'alibi. Et donc la conclusion que j'en tire, eh bien, c'est qu'il va falloir procéder à des améliorations, mais elles ne seront certainement pas spectaculaires, et en tout cas, elles ne résoudront certainement pas définitivement le problème. Merci.